Je suis ravie de participer aujourd'hui à cet événement exceptionnel, donc les 24 heures Picasso, en revenant sur un sujet de recherche qui s'est inscrit il y a quelques années dans le cadre d'un projet plus global qui portait sur les musiques de Picasso et qui a fait l'objet d'une exposition à la Philharmonie de Paris que quasiment personne n'a vue malheureusement puisqu'elle s'est ouverte en plein contexte pandémique fin septembre l'an dernier pour refermer quelques semaines après. Il subsiste néanmoins un très beau catalogue coédité chez Gallimard que l'on peut toujours trouver, je crois, en librairie. Donc aujourd'hui, c'est un micro-sujet dans le sujet que je vais vous présenter, mais que je vais néanmoins introduire par une présentation un peu plus générale sur ces fameuses musiques de Picasso et cette relation de Picasso à la musique, qui, de prime abord, est une relation assez complexe et ambiguë, puisque Picasso n'était pas un grand mélomane. Il l'a dit lui-même, il l'a déclaré, il a même été un peu plus loin en disant qu'il n'aimait pas la musique, mais je reviendrai sur cette déclaration un peu plus tard. Mais ce qui donc, comme point de départ pour un sujet d'investigation, est un peu compliqué. Néanmoins, lorsqu'on se penche un petit peu sur l'œuvre de Picasso, toute période et tout support confondu, on découvre un imaginaire musical très fort, très puissant, présent donc dès les premières années et jusqu'au dernier tableau réalisé à Mougins au début des années 70. On découvre aussi que la musique a occupé une place très forte dans toute la poésie de Picasso et puis aussi bien sûr dans toutes ses collaborations avec le théâtre et notamment les ballets russes, la compagnie donc de Serge Diaghilev à l'aune des années 20. Donc, quelle était cette relation à la musique et quel type de musique finalement Picasso appréciait-il ? Lorsque l'on se penche un petit peu sur la vie, les affinités et les amitiés de Picasso avec les musiciens, les compositeurs, les chanteurs, on note une préférence, une attirance plutôt vers le registre populaire musical. Picasso, en effet, était féru de musique espagnole, de musique flamenca, bien évidemment, de canterondo, de la musique de corrida, mais aussi de la musique de cirque, musique de fanfare, musique de cabaret, les cabarets de Barcelone, mais aussi les cabarets parisiens. En deux mots, toutes ces musiques qui se partagent, qui se vivent en communauté, qui se vivent entre amis, en famille, pas ces musiques, et notamment la musique symphonique, que l'on écoute chez soi en solitaire ou que l'on écoute religieusement dans un fauteuil d'orchestre. Donc un registre très populaire dont on va retrouver l'écho tout au long de l'œuvre et tout au long de sa vie. Le lien de Picasso à la musique et le fait qu'il ait si souvent représenté la musique dans ses peintures, mais aussi dans ses sculptures, ses dessins, la gravure, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, au travers de ses poèmes, qui sont très sonores, très musicaux, a également un lien très fort avec la tradition picturale, la tradition de sujet. Représenter la musique n'est en effet absolument pas nouveau. C'est un sujet, c'est un grand thème qui remonte à l'Antiquité et qui traverse toute l'histoire de la peinture occidentale, la peinture de la Renaissance notamment, du XVIIe siècle, mais aussi tout le grand siècle, le siècle d'or espagnol jusqu'à Goya, et qui bien sûr trouve encore écho dans la peinture moderne de la seconde moitié du XIXe siècle avec les impressionnistes,
Renoir par exemple, et les post-impressionnistes, les modernes, tels Degas ou Toulouse-Lautrec. Donc pour Picasso, représenter la musique, c'est dialoguer en quelque sorte avec ses aînés, ses pairs, comme il peut le faire d'ailleurs au travers d'autres genres, le nu ou le portrait bien entendu. Donc il y a ce poids de la tradition qui est très important pour comprendre la récurrence, la rémanence de ce sujet musical dans l'œuvre de Picasso. Et là, vous avez ici dans cette diapositive cette peinture de José Ruiz Blasco, qui était donc le père de Picasso, peintre, académicien, professeur à l'Académie des Beaux-Arts, et qui ici donc a reproduit, a copié un tableau qui était conservé au musée du Prado, en choisissant donc le bas de la composition qui regroupe un pigeon. Le père de Picasso était connu pour ses représentations de volatiles, une épée et une mandoline. Donc on est ici dans une tradition figurée, avec toute une symbolique dans laquelle je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais qui renvoie à une certaine forme de noblesse espagnole. Et cette peinture, Picasso l'a toujours gardée auprès de lui. Cette peinture était présentée dans notre exposition l'an dernier. Vous trouvez aussi dans cette diapositive deux œuvres de jeunesse, une huile sur parchemin de 1899, qui est en fait une huile sur tambourin. Et ici aussi, Picasso s'inscrit dans une certaine tradition. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la seule peinture sur tambourin que l'on connaît dans l'histoire de l'art occidental. On en trouve beaucoup d'exemples dans la peinture italienne et la peinture espagnole. Manet aussi a peint sur tambourin, et l'on note le choix de cet instrument que Picasso a certainement trouvé dans la demeure familiale et dont il s'est emparé avec appétence pour apposer sa peinture. Et puis ce bronze magnifique d'un chanteur aveugle que Picasso a modelé donc en terre et puis fait tirer en bronze, et dans lequel il s'exerce à exprimer tout le pathos de ce chanteur aveugle qui chante mais qui semble plutôt crier en quelque sorte. Et ce type de représentation un peu pathétique du chanteur est très propre à cette période, hein, c'est la période bleue de Picasso, mais est aussi très propre à ces représentations précoces de chanteurs ou de musiciens dans l'œuvre de Picasso, qui sont généralement des figures solitaires, des figures isolées, et qui sont représentatives d'une certaine misère sociale, détresse physique parfois, ou misère sentimentale. C'est encore le cas ici avec ce dessin de la chanteuse Yvette Guilbert, qui était une vedette de cabaret, très célèbre à la fin du XIXe siècle, que Toulouse-Lautrec a beaucoup représenté une dizaine d'années plus tôt. Et c'est justement l'année du décès de Toulouse-Lautrec que Picasso, sur commande, croque dans une série de dessins et de pastels la chanteuse, connue pour son répertoire réaliste, populaire, volontiers satirique, dont je peux vous faire écouter un petit extrait intitulé « Le petit cochon ». Donc vous voyez un peu quel est le registre, le répertoire auquel goûtait Picasso, qui se trouve vraiment dans la continuité de ce qu'il pouvait aussi écouter et apprécier en Espagne, hein, dans la Barcelone moderniste. Et d'ailleurs, en 1901, Picasso est encore entre Barcelone et Paris, hein. Il effectue son premier séjour à Paris en 1900 et s'y installe définitivement en 1904.
Donc entre les deux, il voyage, il est entre ces deux villes qui l'attirent. Donc Yvette Guilbert, registre populaire, mais aussi référence, allusion à son aîné Toulouse-Lautrec, qu'il regarde avec beaucoup d'attention. Ici, Picasso s'inscrit vraiment dans cette filiation de ces peintres de la vie moderne, et finalement, lorsqu'il s'empare du sujet musical, c'est une façon pour lui d'affirmer son appartenance à cette modernité. Et ce que l'on peut aussi noter pour ses œuvres de jeunesse, c'est que lorsqu'il représente la musique, Picasso passe toujours par le corps, par la figure. Ce sont donc ces figures de musiciens, donc ces ambulants anonymes, comme ici le violoniste, c'est la chanteuse Yvette Guilbert, ce sont des danseurs ou des danseuses de cabaret. Donc la musique s'incarne par le corps en priorité, ce qui va évoluer dans l'époque suivante, l'époque cubiste, sur laquelle nous allons nous attarder un petit moment. Jusqu'en 1905, donc, Picasso représente un certain nombre de musiciens, de danseurs, de danseuses, mais aussi des arlequins, des saltimbanques. Donc, notamment en 1905, il fréquente beaucoup le cirque Medrano et s'intéresse à cette autre figure de scène qu'est le saltimbanque, l'homme de cirque, et qui parfois s'accompagne d'un instrument de musique. Et puis après 1905, la musique tente à disparaître pour réapparaître en 1909 en pleine épopée cubiste qu'il a initiée avec son compagnon de cordée, le peintre français Georges Braque, ici dans son atelier en 1911, rue Caulaincourt. Georges Braque, qui avait une formation de peintre décorateur et qui était aussi, qui lui était musicien, ce que n'était pas Picasso, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'aurez compris. Georges Braque, lui, était musicien, on le voit ici avec un petit accordéon, un concertina et quelques instruments de musique accrochés au mur, des instruments d'ascendance occidentale, mais aussi africaine, comme c'était le cas dans beaucoup d'ateliers à cette époque. C'est donc Georges Braque le premier qui, lui, était doté d'une vraie culture musicale, une culture classique, qui va introduire l'instrument de musique dans une composition cubiste en 1908, une mandoline. Georges Braque s'est exprimé des années plus tard auprès d'une critique d'art qui s'appelait Dora Valier sur l'importance de l'instrument de musique, qui a cette propriété de s'animer quand on le touche. Et en effet, non seulement l'instrument de musique a fasciné les cubistes, comme il a fasciné d'ailleurs tous les peintres occidentaux, et d'ailleurs depuis la Renaissance, pour ses propriétés bien sûr matérielles, pour la qualité des bois, pour leur forme géométrique, mais bien sûr aussi pour la qualité sonore. Donc on est déjà dans cette idée de synesthésie et pour le pouvoir évocateur en fait de l'instrument de musique, qui est bien plus puissant finalement que celui d'un verre ou d'un compotier, qui compte parmi les autres objets de prédilection du laboratoire cubiste. Donc l'instrument de musique rentre en quelque sorte dans le laboratoire cubiste à partir de 1908 et chez Picasso à partir de 1909, motivé aussi conjointement par la rétrospective consacrée à Jean-Baptiste Corot en 1909, présentée au Salon d'automne et qui comportait plusieurs peintures de gitanes ou de femmes à la mandoline, comme celle-ci. C'est donc la mandoline qui est le premier instrument en quelque sorte cubiste qui entre dans la peinture de Picasso. Alors, comme dans les premières années, Picasso commence à représenter des joueurs de mandoline ou des joueuses de mandoline, avant de laisser place à l'instrument
lui-même, qui va finalement chasser la figure. Mais très rapidement, comme on peut le voir avec ce magnifique tableau de 1911, L'homme à la mandoline, qui est conservé au musée Picasso, Braque et Picasso, qui travaillent véritablement en cordée, côte à côte, poursuivent leurs recherches cubistes, qui avaient pour objet premier de représenter avec force le sujet, c'est-à-dire représenter le sujet dans son essence, et non plus le représenter de manière subjective, à un instant T, d'un point de vue donné, eh bien, en poursuivant cette logique cubiste, ils en viennent en 1911 quasiment à démanteler le sujet qui, sans l'aide du titre, est difficilement identifiable. Je pense que vous en conviendrez. Donc ici un homme à la mandoline ou une femme, Picasso joue justement avec cette ambiguïté, comme on le voit dans cette photographie, où Marie Laurencin pose dans l'atelier de Picasso avec la mandoline qui a appartenu à Picasso et qui est aujourd'hui dans la collection de la famille, et qui pose devant le tableau en cours d'exécution, tel le modèle devant sa représentation. Donc il y a un rapport tautologique ici du modèle à la peinture, mais qui est bien sûr une sorte de farce, de mise en scène, puisque Picasso, à cette époque, ne peint plus du tout d'après modèle vivant. Donc 1911, nous sommes dans cette phase critique du cubisme de Corday, qui est communément appelé le cubisme hermétique, où le cubisme est en passe de se changer en abstraction. Ce que Braque et Picasso ne veulent absolument pas. Ce sont deux grands peintres de sujet, deux grands gardiens de cette tradition figurative. Donc ils vont devoir trouver de nouveaux moyens pour se raccrocher au réel, au sujet, sans revenir pour autant à la représentation traditionnelle, académique. C'est Braque notamment qui, de par sa formation de peintre-décorateur, va réintroduire le premier, les lettres au pochoir, les lettres ou les chiffres, et puis un peu plus tard les signes, c'est-à-dire des signes qui permettent des cordes de guitare, une note de musique, de faire allusion à ce réel que la grille cubiste ne permet plus d'identifier. Et nous en avons ici un exemple avec cette femme à la guitare, intitulée également Majoli de Picasso et qui est conservée au MoMA à New York. Majoli fait référence à la nouvelle muse de Picasso qui s'appelle Eva Guel et qui vient de remplacer Fernande Olivier dans le chœur de Picasso. Mais à l'automne 1911, cet amour est encore secret et caché de la principale intéressée, c'est-à-dire Fernande Olivier. Donc Picasso, pour faire référence à Eva Guel, intitule certaines de ses toiles, certains de ses dessins, Majoli. Majoli, comme on peut le voir ici aussi avec cette œuvre plus tardive de 1914, puisque Picasso va réaliser une quinzaine de Majoli entre 1911 et 1915, et même lorsqu'Eva Guel, cette relation sera totalement connue et assumée. Et bien, cette Majoli fait allusion à des chansons populaires qui étaient en vogue à cette époque, dans le Paris notamment montmartrois. La chanson la plus connue à laquelle fait référence ce Majoli, c'est la chanson de Fraxon, intitulée Dernière chanson, dont le refrain « Ô Manon, Majoli, mon cœur te dit bonjour » inclut donc ce petit sobriquet amoureux, Majoli. Mais il y a aussi deux autres partitions, et ici j'aimerais faire référence à l'étude menée conjointement par Daniel Giraudy, présente dans la salle, et Christine Deloffre, sur justement cette série des Majoli et à ses références musicales, et qui ont publié un texte sur le sujet dans l'ouvrage Picasso Méditerranée, que vous pouvez trouver en librairie au musée. Donc les deux autres Majoli sont des titres de chansons également populaires, très en vogue à cette époque. Le premier est une musique de Gaston Maquis,
Donc vous avez ici la couverture de la partition, et le second, donc Majoli, d'une musique de Paul Delmet, dont la typographie elle-même fait beaucoup penser à celle utilisée dans certains travaux de Picasso, où ces lettres sont reportées au pochoir directement sur la toile. Et vous retrouvez ici, pardonnez-moi, une photographie d'Eva Guel, donc la muse de Picasso, la Jolie de Picasso. Donc ici encore, une référence musicale détournée dans ces œuvres que l'on peut qualifier de dédicataires. Ce sont des œuvres qui sont dédiées à Eva Guel et qui s'inscrivent dans un registre très populaire. Et puis il y a donc les papiers collés. Donc là, il faut peut-être reparler de ce contexte global propre à ce cubisme de synthèse que mènent toujours de front Braque et Picasso. Donc en 1912, ils sont toujours en quête de nouveaux moyens picturaux et de nouveaux procédés techniques pour signifier donc le réel. En mai 1912, Picasso va inventer le premier collage de l'histoire de l'art moderne avec la nature morte à la chaise cannée, dont je n'ai pas de visuel ici, mais que vous pouvez observer au 3e étage du musée, qui est un chef-d'œuvre de l'art moderne et dont on sait, dont il faut mesurer toute l'incidence dans l'histoire de l'art du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Quelques mois plus tard, Georges Braque achète des rouleaux de papier peint en Avignon et va réaliser donc son premier papier collé, première recherche papéristique et poussiéreuse, comme le reprend Picasso dans un courrier, et qui va immédiatement stimuler Picasso, bien sûr, et qui va lui aussi réaliser donc des papiers collés. Près de 300 papiers collés entre 1912 et 1914. Et parmi ces 300 papiers collés, 6 d'entre eux aujourd'hui connus ont été réalisés à partir de papier de couleur et de papier à musique, de partitions musicales. Je les ai tous réunis ici dans ces quelques diapositives. Nous avons ici celui du musée Picasso, violon et feuilles de musique, réalisé donc à l'automne 1912, vraisemblablement à partir de la fin septembre 1912, quand Picasso et Eva s'installent boulevard Raspail dans un nouvel atelier. Ils ont donc quitté Montmartre. La relation est officiellement terminée entre Picasso et Fernand Olivier. Ils peuvent s'installer ensemble. Pour autant, Picasso va continuer de dédier en quelque sorte ses travaux à Eva au travers donc de ces papiers collés. Les 3 premiers papiers collés comportent des fragments de partitions qui sont tirés donc de cette partition Tri-Isé Baiser, qui a été composée musicalement par Désiré Diot en 1905. Nous restons ici dans le registre très populaire auquel Picasso goûtait. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que Désiré Diot était donc un compositeur de chansons pour le cabaret, mais il était aussi bassoniste pour l'Opéra de Paris, parent de Toulouse-Lautrec et grand ami d'Edgar Degas, celui par lequel notamment Degas avait ses entrées à l'Opéra de Paris pour aller observer donc, les danseuses en répétition. Donc ici on retrouve encore ce lien à cette filiation en fait de Picasso à ses aînés post-impressionnistes qu'il admire, qu'il a beaucoup observés, et qui se trouvent présents comme un clin d'œil dans cette partition de Désiré Diot. L'autre clin d'œil anecdotique, mais qui peut faire sourire d'ailleurs, c'est que cette partition a été illustrée par un certain Marcus, qui n'était autre que Louis Marcoussi, l'ancien amant d'Eva Guel, qu'elle a donc quitté pour Picasso. Donc Lewis Cachour, qui a signé un texte dans le catalogue des musiques de Picasso, pense que c'est Eva qui a apporté cette partition à Picasso, et dont Picasso déchire quelques fragments pour les insérer directement dans les papiers collés. Le deuxième ensemble de 3 papiers collés, aujourd'hui identifiés,
comporte là aussi des fragments de partitions qui sont voilà, découpés par Picasso, parfois rapidement déchirés, qui se trouvent dans des compositions plus ou moins complexes. Et ici, on voit que Picasso multiplie les procédés. Donc, c'est pour cela que l'on parle vraiment de cubisme de synthèse à cette époque, puisqu'on retrouve ici un verre dessiné à la manière cubiste analytique, ensuite le papier peint qui sert de toile de fond, le fragment de partition qui ne représente que lui-même, c'est-à-dire qu'ici la feuille est utilisée pour s'auto-représenter. C'est une autre manière de signifier le réel, c'est de l'insérer directement dans la peinture, quand les papiers de couleur ou de faux bois ici sont détournés d'une certaine manière, découpés pour donner forme à l'instrument de musique, qu'il s'agisse d'une guitare ou d'un violon. Ces trois derniers papiers collés comportent donc des fragments d'une autre partition, donc une partition de Marcel Leguay, mise en musique d'après un poème de Pierre Ronsard. Donc on est en plein carpe diem, profitons de la vie, profitons de l'amour. Marcel Leguay était lui aussi un compositeur de musique de cabaret et fréquentait beaucoup le Lapin Agile. Donc Picasso l'avait très certainement croisé quelques années plus tôt à Montmartre. Je vous fais écouter un enregistrement qui a été réalisé dans le cadre de l'exposition à la Philharmonie et qui a été réalisé par un musicien, un pianiste, un chanteur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Alors l'enregistrement est un peu plus proche de l'opérette que ce qu'était probablement le morceau original, dont on n'avait retrouvé aucun enregistrement d'époque, contrairement aux autres musiques qui pouvaient s'écouter dans l'exposition de la Philharmonie. C'est pourquoi nous avions fait appel au Conservatoire de musique. Donc, registre encore populaire, également amical, relationnel, puisqu'on peut supposer que Picasso connaissait Marcel Leguay, pour incorporer donc ces papiers collés. Vous notez donc l'extrême variété avec laquelle Picasso joue de ces partitions musicales qui sont, alors j'essaie de revenir en arrière, oui, voilà, qui donc s'inscrivent différemment dans les compositions, qui à nouveau sont une forme d'auto-représentation du réel, et qui ici encore font allusion à toutes ces natures mortes avec instruments et partitions de musique que l'on trouve dans la peinture occidentale depuis la Renaissance, dans la peinture flamande notamment, mais aussi italienne, française, espagnole. Il n'était pas rare de trouver donc des instruments, mais également des partitions de musique dont on pouvait lire parfois les notes et les chants. Donc, à nouveau, la Picasso s'inscrit dans une vraie tradition, mais qui, comme vous le voyez, il détourne complètement pour reformuler en quelque sorte ce réel qui était fortement menacé dans l'épisode précédent du cubisme. Donc, nous avons ici l'utilisation de la partition comme élément du réel. Nous avons toute la symbolique musicale qui est derrière, qui se trouve derrière cette partition, symbolique amoureuse, sur laquelle Picasso jouera dans d'autres œuvres un peu plus tard dans sa vie, notamment lorsqu'il fera allusion donc à Marie-Thérèse Walter. Il y a aussi tout le jeu compositionnel
de ces fragments de partitions qui sont parfois simplement déchirés, ici donc derrière l'instrument de musique, ou ici découpé en deux morceaux pour entourer cette guitare qui a presque une valeur anthropomorphique. On peut presque deviner parfois des visages ou le corps d'une femme derrière cette guitare. Donc vous voyez un petit peu toute la polysémie du langage qui se dessine derrière ces œuvres qui ont pour objet à nouveau d'affirmer le sujet différemment. Et pour conclure, parce que je vois qu'il est déjà 15h30, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces papiers collés ont tous été réalisés à l'automne 1912, probablement en octobre-novembre 1912, au moment même où, à Paris, est en train d'émerger tout le cubisme de seconde génération que défend âprement Guillaume Apollinaire. Et je vous invite, pour en savoir plus sur la relation entre Apollinaire et Picasso, à suivre la conférence de Peter Reed à 17h, je crois, ici dans l'auditorium. Guillaume Apollinaire, qui est sur le point, à l'automne 1912, de terminer, je crois qu'il a déjà terminé la préparation des méditations esthétiques, les peintres cubistes, et il est en train de défendre justement un courant dans ce cubisme de seconde génération, qui est la tendance musicaliste, la tendance orphiste, qui tend justement vers l'abstraction et qui est menée, entre autres, par Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Picabia et bientôt Kupka, représenté à la section d'or. Donc, c'est-à-dire qu'à l'automne 1912, la musique tient lieu de modèle pour deux groupes d'artistes, en quelque sorte. Picasso, d'un côté, qui prend la musique comme modèle pour réaffirmer finalement l'importance du réel, l'importance du sujet, et de l'autre côté, des artistes comme Robert Delaunay, mais aussi en Allemagne, bien sûr, Vassili Kandinsky. J'ai parlé du peintre tchèque František Kupka, qui vit à Puteaux et qui expose à Paris, et qui, eux, choisissent la musique comme modèle, mais comme entité abstraite, pour justement justifier le fait de se détourner du sujet et d'aller vers l'abstraction picturale. Et donc là, je reviens sur cette déclaration, pour conclure, de Picasso, qui, lorsqu'il a dit qu'il n'aimait pas la musique, il faut toujours remettre dans son contexte des déclarations quelles qu'elles soient. Je vous lis donc la déclaration complète, en tout cas telle qu'elle a été rapportée par Hélène Parmelin. Au fond, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois que c'est pour cela que je n'aime pas la musique. Ce qui donne quand même un autre sens à cette défiance de la musique chez Picasso. Je vous remercie.